Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Ces pierres ne devraient pas exister. Les pierres monumentales de Baalbek ne semblent pas seulement défier toute explication, elles semblent aussi défier toute logique humaine. Ce sont parmi les plus grands blocs de construction sur la planète, et les scientifiques ne savent toujours pas comment ils ont été fabriqués. Ces blocs de pierre pourraient être encore plus mystérieux que les pyramides de Gizeh, et peu de gens connaissent Baalbek, mais ils le devraient. L'ancienne ville est située au Liban, à près de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans la vallée de la Bekaa. À l'époque romaine, Baalbek était connu sous le nom d'Héliopolis, mais son histoire remonte encore plus loin, jusqu'en 7000 avant notre ère. Et on sait tout ceci grâce à des preuves découvertes par une équipe archéologique allemande en 1898. Mais avant de parler des pierres, il y a quelque chose de très important à savoir sur l'origine de son nom. Et s'il vous paraît familier, c'est pour de bonnes raisons. Il vient de Baal, et c'est un nom qui pourrait vous terrifier. Baal était l'un des dieux dénoncés dans la Bible. Mais ce que la Bible ne vous dit pas, c'est que Baal était le dieu du ciel, l'équivalent phénicien de Zeus dans la mythologie grecque. Mais s'il est si terrifiant, c'est parce que des sacrifices d'enfants ont été effectués en son nom. Selon les légendes vénitiennes anciennes, lorsque Baal descendit des cieux vers le plan terrestre, Baalbek était l'endroit où il atterrit. Certains ont pris la légende littéralement, suggérant même que Baal n'était pas du tout un dieu, mais tout bonnement un extraterrestre, comme pour les Anunnaki d'ailleurs. En essence, selon la théorie, les anciens Phéniciens auraient été témoins d'extraterrestres si puissants qu'ils les prenaient pour des dieux. Et en tant que serviteurs des dieux, les Phéniciens auraient construit une immense plateforme en l'honneur de leur dieu. Et que la théorie soit vraie ou fausse, elle se base sur quelques éléments physiques pour l'appuyer. L'ancienne ville de Baalbek a été construite sur une plateforme qui semble bien trop grande pour servir de soubassement à de simples bâtiments. Les experts n'ont pas encore réussi à comprendre à quoi servait cette plateforme, laissant ainsi beaucoup de place à la spéculation. Et puis, il y a les pierres. Certaines des pierres de Baalbek sont ridiculement grandes. Ce sont des blocs de construction qui mesurent plus de 21 mètres de long, 4,3 mètres de large et près de 4 mètres et demi d'épaisseur. La plus grande d'entre elles dépasse par exemple les 1000 tonnes. Et le fait qu'elles aient été taillées et déplacées laisse les scientifiques perplexes depuis des années. Et il faut se rendre compte à quel point ces pierres sont énormes et lourdes. Dans la plupart des sites anciens à travers le monde entier, les blocs de construction ne dépassaient pas 2 ou 3 tonnes. Même les Romains, avec leur technologie avancée, travaillaient généralement des pierres de 3 tonnes pour construire des monuments. Et c'est déjà très lourd. Essayez un peu de déplacer 3 tonnes avec des cordes et quelques muscles romains. C'est plus difficile que vous le pensez. Et pourtant, les pierres de Baalbek sont près de 500 fois plus lourdes. Et le mystère ne fait que devenir bien plus confus à mesure que l'on approfondisse les recherches. L'un des grands problèmes que les historiens ont rencontrés lorsqu'ils ont étudié Baalbek, c'est que sa grande plateforme n'est mentionnée nulle part dans les textes grecs ou romains, même si c'est le seul endroit connu où une chose aussi monumentale a été construite. Il n'y a aucune mention de cela dans les documents historiques, et les Romains et les Grecs écrivaient tout. Pourtant, ils ont choisi d'ignorer la plateforme de Baalbek, et cela semble quelque peu suspect. Baalbek a également été le berceau de nombreuses civilisations au fil des ans. Avant d'être la ville du culte de Baal, elle était utilisée par les Égyptiens comme centre culturel pour adorer le dieu Ra. Les archéologues bibliques ont même relié l'ancienne ville de Baalbek à la ville de Balgad. Dans le livre de Josué, Balgad est mentionné comme étant dans la vallée du Liban, sous le mont Hermon. Le livre dit que Josué prit toutes leurs terres, y compris Balgad, il s'empara de tout le roi, et les bâtit et les mit à mort. La stèle du rêve. Saviez-vous qu'il y a une immense tablette de pierre entre les pattes avant du grand sphinx de Gizeh? Peu de gens le savent, et pourtant, elle est d'une très grande importance. Les souverains commandaient des stèles pareilles après un événement très important, comme une victoire militaire par exemple. Elles étaient ensuite gravées des détails de cette victoire pour la célébrer. Mais une stèle pouvait être érigée pour nombre d'autres raisons, d'une proclamation royale à la commémoration d'un décès d'une reine par exemple, et celle qui se trouve entre les pattes du sphinx est appelée la stèle du rêve. Sur la partie supérieure, on voit le roi Thoutmôsis IV qui a régné durant la 18e dynastie, entre environ 1401 et 1391 avant notre ère. On peut le voir offrir quelque chose au sphinx comme si le sphinx était un dieu. Les stèles sont fascinantes parce que les inscriptions détaillaient exactement l'objectif de la tablette de pierre. Le texte sous la stèle raconte comment le roi Thoutmôsis IV s'est endormi à l'ombre du sphinx après une expédition de chasse. Et dans son sommeil,
Le Sphinx lui serait apparu et lui aurait promis de le faire roi. En retour, Toutmosis IV devait libérer le Sphinx de sa prison de sable. Et c'est là que le texte se brise, laissant la dernière partie de l'histoire un véritable mystère. La stèle du rêve laisse entendre qu'avant que Toutmosis ne devienne roi, le Sphinx était enseveli sous le sable. Il aurait donc pu ressembler à ceci. Voici une photo prise en 1928 par Donald MacLeish, et au début du XXe siècle, le grand Sphinx était encore enterré dans le sable. Mais attendez une minute. Toutmosis régnait en Égypte il y a 3400 ans. Les archéologues croient que le Sphinx a été construit il y a près de 4500 ans. La stèle du rêve semble suggérer qu'en seulement 1000 ans, le Sphinx a été tellement négligé qu'il s'est retrouvé enseveli sous le désert. Et beaucoup d'experts pensent que le Sphinx est bien plus ancien que le consensus actuel ne semble le suggérer. Pour qu'il ait été complètement englouti par le désert au point que Toutmosis a dû libérer le monument pour être couronné roi, peut-être est-il effectivement bien plus ancien. Peut-être que le Sphinx existait déjà quand les pyramides ont été construites. Et peut-être a-t-il été recouvert de sable pendant des milliers d'années avant que les pharaons ne le trouvent. Pour l'instant, ce n'est qu'une théorie parmi d'autres, mais qui gagne énormément de traction, surtout au vu d'autres preuves qui s'y rajoutent, comme par exemple les traces d'érosion pour le moins bizarres à la base de ce dernier et ses proportions qui ne sont pas tout à fait exactes. Le mystère des géants irlandais. Récemment, nous avons parlé des géants dans l'histoire et dans la mythologie, mais vous devez connaître les véritables géants biologiques qui vivaient autrefois sur cette planète. Et donc les personnes dont on va parler aujourd'hui sont des personnes bien réelles et non pas une conspiration ou des théories. Au XVIIIe siècle, les géants de l'Irlande gagnaient leur vie en s'exhibant à travers toute l'Europe et surtout en Angleterre. Ils faisaient des tournées dans les cirques en tant qu'attraction principale, et vous pouviez payer pour regarder le visage d'un homme mesurant près de 2,5 mètres de hauteur. Cornelius McGrath est né en 1736. Il est mort à Dublin en 1760 et mesurait la taille impressionnante de 2,26 m. Il n'était pas en très bonne santé et le squelette de Cornelius a été exposé avec la permission du Trinity College de Dublin en 1902. Et lorsque le professeur DJ Cunningham a analysé son squelette, il a découvert que Cornelius était décrépit. Ses genoux étaient en très mauvais état et il était presque aveugle. Et l'année de la mort de Cornelius, Patrick Cotter est né. Et Patrick a grandi jusqu'à devenir l'une des seules 12 personnes dans l'histoire médicale moderne à atteindre une taille vérifiée de 2,44 m. Il est mort à Bristol en 1806 à l'âge de 46 ans. En 1972, les ossements de Patrick ont été exhumés, examinés et comme prévu, c'était un géant certifié. Charles Byrne est né en 1761 dans le petit village de Little Bridge. Il avait seulement un an de moins que Patrick et il était probablement lié aux jumeaux de Knipe qui étaient aussi des géants d'un village voisin. Je ne sais pas vraiment ce qui se passait en Irlande, mais certains gènes s'étaient infiltrés, provoquant toute une génération de géants. Charles surplombait le monde d'une hauteur de 2,33 m. Il a voyagé à Londres en avril 1782 où il est immédiatement devenu une célébrité. Mais le gigantisme est un trouble de la santé et vient avec son lot d'afflictions. La santé de Charles était déjà très fragile et a rapidement décliné. Il s'est donc mis à boire pour oublier ses douleurs physiques et une année à peine après son arrivée à Londres, Charles est décédé âgé seulement de 22 ans. Mais ce qui est arrivé ensuite est complètement dément. Sa dépouille a été tout bonnement volée du cimetière et revendue à un chirurgien détraqué nommé John Hunter et John a exposé le squelette du pauvre Charles. Plus tard, au XXe siècle, des scientifiques ont examiné les ossements et ils ont confirmé qu'il avait une fosse hypophysaire bien plus grande que la normale. En d'autres mots, il souffrait d'une tumeur dans sa glande hypophyse qui causait un excès d'hormones de croissance. Et en 2009, le professeur Martha Korbonitz a extrait une partie de l'ADN de Charles. Elle voulait comprendre cette explosion apparemment aléatoire de géants dans l'Irlande du XVIIIe siècle. Et le professeur a découvert que Charles avait bel et bien une mutation du gène AIP. Cette mutation n'est pas si rare dans la lignée irlandaise. Ces 54 porteuses ont été identifiées rien qu'en 2010. Des personnes sont encore porteuses de la mutation génétique dans leur ADN. Et les docteurs ont fait des recherches plus approfondies et ont fait une découverte révolutionnaire. Les porteurs irlandais du gène AIP peuvent retracer leur généalogie jusqu'à un ancêtre commun. L'ancêtre de la lignée des géants irlandais a vécu il y a environ 1500 ans. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? S'agit-il simplement d'une mutation unique? Y avait-il un géant en Irlande en 500 de notre ère qui a répandu ses gènes comme Gengis Khan
Eh bien, c'est possible, mais il est également possible que les géants irlandais et leurs gènes mutants viennent de beaucoup plus loin dans le passé. Le folklore irlandais est riche en histoires de géants. Les géants auraient construit la légendaire chaussée des géants dans le comté de Antrim. Vous savez, cette même chaussée qui mène à la magnifique grotte de Fingal dont on avait parlé assez récemment. Et il y a beaucoup d'autres géants que je n'ai même pas mentionnés, comme la géante de Portrush. En 1696, James Paris Duplessis a mentionné avoir rencontré une femme à Londres qui mesurait 2,10 m de hauteur, et lorsque James l'interrogea sur son origine, la géante affirma qu'elle était née à Portrush, en Irlande. Et en 1684, le roi Charles II a reçu la visite d'Edmond Malone, un autre géant irlandais qui mesurait près de 3 mètres selon les récits de l'époque. Et la liste est loin de se terminer là. Patrick Murphy, Hugh Murphy, James Kirkland, James MacDonald, ce sont tous des géants irlandais qui auraient été parfaitement à l'aise sur la photo de Noël de la famille de Goliath. La forteresse qui a changé l'histoire. Les archéologues ont découvert ce qui pourrait bien être la plus ancienne forteresse du monde. La forteresse date de 8000 ans et se trouve en plein milieu de nulle part en Sibérie. Tout commence en 6000 avant notre ère, lorsqu'un groupe de chasseurs-cueilleurs construit un complexe défensif près de la rivière Amnia. C'était un exploit impressionnant, surtout quand on considère que personne d'autre dans le monde n'avait construit de forteresse jusqu'alors. D'autres structures plus anciennes ont été découvertes comme Göbekli Tepe, mais jamais une forteresse. Cette découverte remet en question les visions traditionnelles des modes de vie des chasseurs-cueilleurs. Si une forteresse a été construite ici, une forteresse aurait pu être construite n'importe où. Peut-être bien que les chasseurs-cueilleurs n'étaient pas aussi nomades que les anthropologues l'avaient prévu auparavant. La forteresse n'est plus en très bon état aujourd'hui, comme on peut l'imaginer. Il ne reste plus rien d'elle, à l'exception des vestiges anciens de palissades en bois et de dépressions où se trouvaient autrefois des huttes. Les archéologues ont cependant fait leur travail, reconstituant ce à quoi la forteresse ressemblait avant d'être détruite. Ce qu'ils ont découvert est un rappel glaçant de la manière dont la société humaine a toujours fonctionné. Le site est divisé en 2 sections. Les archéologues ont identifié la forteresse elle-même, appelée Amnia 1, avec des preuves d'habitation humaine. Les personnes vivaient dans la forteresse qui était protégée par un périmètre défensif composé de pieux en bois. Ces pieux étaient d'énormes rondins taillés en pointe et enfoncés dans le sol. À l'extérieur du cercle de pieux se trouve Amnia 2, un site secondaire constitué apparemment de huttes primitives. Selon Colin Grier de l'Université d'État de Washington, il s'agit d'une preuve flagrante d'une structure hiérarchique. Il y a 8000 ans déjà, la société était divisée entre les nantis et les démunis. Il y avait les membres nobles de la société vivant à l'intérieur de la forteresse protégée. Et puis, il y avait les serfs et les paysans vivant dans un village misérable de huttes à l'extérieur de la muraille de pieux. C'est incroyable de penser que cela se passait il y a si longtemps, avant même que la civilisation n'évolue suffisamment. Colin Grier a déclaré que la structure architecturale parle d'inégalité sociale. La forteresse est la preuve indéniable que la propriété et les quarts de richesse existent depuis l'aube des temps, ou pour reprendre les mots de Colin, depuis que nous sommes devenus humains. En dehors de cette sombre preuve, la forteresse est incroyable. Les archéologues ont déclaré qu'elle avait été construite des siècles avant toute enceinte comparable en Europe. Et quelque chose se passait en Sibérie occidentale qui a poussé l'ingéniosité humaine en avant. La forteresse a été comparée à Göbekli Tepe en Turquie. Ces 2 lieux anciens pourraient-ils être liés? Le casse-tête du passé. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à déchiffrer l'ancienne langue des Minoens. Ils essaient de le faire depuis des siècles, mais ils n'y parviennent tout simplement pas. Et s'ils parviennent un jour à briser le code, l'histoire pourrait être changée à tout jamais. La langue minoenne a le nom le plus ennuyeux du monde, et ce n'est que mon avis. On l'appelle le linéaire A, et c'est l'une des plus anciennes langues connues au monde. Les Minoens doivent leur nom au roi mythique Minos, et ils vivaient sur l'île grecque de Crète pendant l'âge du bronze, se développant à partir d'une culture néolithique primitive il y a environ 5100 ans. Ils sont passés du statut de peuple primitif de l'âge de pierre à celui de bâtisseurs de complexes urbains vers 2000 ans avant notre ère. Je simplifie beaucoup, mais c'est à peu près ça. Les Minoens prospéraient alors en tant que société très avancée, et après 1450 avant notre ère, ils ont commencé à mélanger leur culture avec celle des Mycéniens de la Grèce continentale. Cela s'est avéré être leur perte. Leurs cultures se sont mélangées et entremêlées jusqu'à ce que les Minoens deviennent indiscernables des Mycéniens. Puis, il y a eu une grande catastrophe vers 1200 avant l'ère commune.
la civilisation de l'âge du bronze s'est effondrée, l'île de Crète a été détruite, et ses établissements côtiers abandonnés et ses palais laissés en ruine. Les scientifiques ne savent pas ce qui s'est passé, mais ils le sauraient s'ils pouvaient lire le linéaire A. Il existe plus de 1400 inscriptions en linéaire A qui ne peuvent pas être lues. Toute l'histoire de la civilisation minoenne est inscrite sur des tablettes d'argile, et ce, depuis sa création jusqu'à sa destruction. Mais tant que les scientifiques ne pourront pas traduire leur langue, les Minoens resteront un mystère complexe. C'est l'une des plus grandes épines dans le pied des historiens, surtout depuis qu'ils ont déjà déchiffré le linéaire B, la langue utilisée par les Mycéniens sur le continent. Elle a été traduite avec succès pour la toute première fois dans les années 50. Le linéaire A était utilisé sur l'île de Crète et le linéaire B sur la Grèce continentale. Puis, lorsque les deux civilisations ont commencé à se mélanger, après 1450 avant Jésus-Christ, le linéaire A a été abandonné au profit du linéaire B. Il existe quasi certainement un lien entre les deux langues, mais les scientifiques ne l'ont pas encore trouvé, bien que ce ne soit pas faute d'essayer. En ce moment même, des scientifiques du monde entier tentent de comprendre les symboles étranges sur les tablettes d'argile et de cire minoennes. Et croyez-moi, ces symboles sont bizarres. Regardez cette image de l'université de Cambridge. Il s'agit d'une tablette trouvée à Hagia Triada qui contient près de 19 signes. On comprend facilement pourquoi les chercheurs ont tant de difficultés à les déchiffrer. Mais peut-être que l'intelligence artificielle pourrait leur venir en aide. Les arbres disparus de l'île de Pâques. Les scientifiques ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce qui est arrivé à l'île de Pâques. Est-ce la déforestation qui a provoqué la fin de la civilisation ancienne de l'île, ou est-ce l'arrivée des Européens avec les habitants de l'île vendus en esclavage? Ou peut-être ont-ils été anéantis par une invasion de rats? Rapa Nui est le véritable nom de l'île de Pâques, son littoral étant gardé par des statues de pierre massives connues sous le nom de Moai. L'île de Pâques a été baptisée ainsi par Jacob Roggeveen, le navigateur néerlandais qui a débarqué sur l'île le jour de Pâques en 1722. Et si le bateau de Jacob était arrivé un jour plus tard, l'île aurait probablement porté un nom complètement différent. Quoi qu'il en soit, la culture sur l'île de Pâques était florissante, et les statues en sont témoins. Il y a plus de 800 moai disséminés sur toute l'île comme d'énormes carcasses grises. La plupart d'entre eux ont été construits entre 1400 et 1650 de notre ère. Ils pèsent également plusieurs tonnes chacun, certains mesurant jusqu'à 9 mètres de hauteur. Et rappelez-vous également que les moai ne sont pas que des têtes. Ils disposent également de corps et portaient même des chapeaux, mais pour une raison qui reste inconnue, certains ont été enterrés jusqu'au cou. Vers 1350, la population de l'île avait atteint son apogée avec près de 4000 personnes. Ensuite, la population est restée plus ou moins stable jusqu'à l'arrivée des Européens avec Jacob en 1722. En 1877, il ne restait plus que 111 personnes. Les Rapa Nui étaient un cheveu de l'extinction. Mais alors, que s'est-il passé de si néfaste sur l'île? Et vous remarquerez peut-être que l'île de Pâques dispose de très peu d'arbres qui ont tous été plantés très récemment. Mais on en avait énormément. L'île de Pâques était couverte de palmiers pendant plus de 30 000 ans. Les preuves montrent que juste avant l'arrivée des Européens, tout le bois a été récolté. La théorie dominante est que les habitants de l'île étaient tellement obsédés par la fabrication de plus de statues qu'ils ont abattu tous les palmiers afin de déplacer les énormes pierres. Mais il n'existe aucune preuve réelle que les habitants de l'île de Pâques aient abattu tous les arbres de l'île. Il est assez difficile de croire que les autochtones vivant sur cette île depuis des milliers d'années ont soudainement décidé de se débarrasser de tous les arbres. Peut-être qu'il y a eu une épidémie et que tous les arbres sont morts. Une autre théorie est que les rats, embarqués clandestinement sur les pirogues polynésiennes, ont mangé et détruit les arbres après avoir débarqué. Les rats auraient également limité la capacité du palmier de l'île de Pâques à se reproduire en mangeant ses graines. Mais dans tous les cas, la perte de tous les arbres semble avoir conduit à une véritable catastrophe. Et cette momie d'un géant à 2 têtes est un véritable mystère et existe réellement. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.